Donc, nous allons effectivement aborder la deuxième partie de cette table ronde, de cette rencontre avec les violences sexuelles en temps de paix. Alors, pas toutes les violences sexuelles en temps de paix, mais en tout cas, on a choisi certains domaines. Il y a la question de la prostitution des jeunes et de la prostitution étudiante. Il y a la question des femmes migrantes qui, à leur arrivée en France, subissent des violences, alors que dans leur parcours, souvent, elles en ont subi d'extrêmement éprouvantes déjà. Il y a l'histoire aussi du viol conjugal, avec notamment une approche en droit comparé entre la France et le Liban. Et enfin, il y a les mutilations sexuelles féminines. C'est-à-dire que, voilà, rien de très réjouissant non plus en temps de paix. Mais encore une fois, nous restons debout et nous croyons que l'engagement que nous avons, nous féministes, il sert à quelque chose, quoi. Et que nous faisons progresser petit à petit les choses. Donc, nous commençons avec vous, Alexine Solis, et vous avez été confrontée à la prostitution assez peu parlée dans les médias et qui est souvent à tort, entre guillemets, glamourisée. Et peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est tout sauf glamour, cette prostitution étudiante, et comment s'installe ce piège terrible, quoi. Voilà. Alexine, c'est à vous, si vous voulez bien. Ouais, malheureusement, même en pays de paix, les violences sexuelles continuent chez les femmes aussi. Bon, c'est ce que moi j'appelle la guerre permanente envers les femmes. Même en temps de paix, ça continue. Avant de commencer de parler de prostitution, je voulais parler du fait que dans la vie d'une femme prostituée, avant d'être prostituée, souvent elle vit des violences sexuelles dans l'enfance. Plus de la moitié des personnes prostituées ont vécu des violences sexuelles avant 11 ans. Moi, j'avais entre 4 et 6 ans, j'ai vécu l'inceste de la part de mon père. Suite à ça, j'ai eu une dépression précoce. J'ai eu des insomnies, beaucoup de cauchemars. Et quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec mon premier copain, j'ai eu des flashbacks. Oh, pardon. Oula. Désolée. Des flashbacks d'inceste qui me revenaient. Et du coup, ça, c'est survenu avant d'arriver dans la prostitution, quand j'ai été dans une situation désespérée, d'urgence économique. Et ben voilà. À 19 ans, je suis tombée dans la prostitution. Je suis allée sur Internet, j'ai mis… Non, mais pas de souci, on comprend bien, Alex. Respirez, prenez votre temps, il n'y a aucun problème. On est tout ensemble, là. Voilà, on vous tient la main. Désolée, j'ai tout mon corps sous tension, là, en ce moment, c'est horrible. Bref. Et pendant la prostitution, j'étais tout le temps en dissociation, du coup. Quand j'étais dans la prostitution, j'avais pas mal sur le coup. Souvent, je me voyais comme au-dessus de mon corps. Et en fait, j'avais mal après être sortie de la prostitution quand j'allais boire la semaine avec des amis, ce qui m'arrivait souvent. Parce que j'avais besoin d'oublier. Et ben c'est… Comment dire ? Enfin, j'étais déconnectée tout le temps, en permanence, et j'avais besoin Oh, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est pas grave. D'être dissociée. Alexine, on est avec toi, on est autour de toi. Tout à fait. Bref. J'arrive même plus à savoir pourquoi je… Comment est-ce que vous avez… parce qu'il faut de la force pour sortir de ça.
comment vous avez réussi à puiser en vous suffisamment d'énergie et de force pour passer à une autre étape. Pour sortir de la prostitution, je suis sortie de la prostitution grâce en lisant des témoignages d'autres survivants de la prostitution, comme par exemple Rosen ou Andrea Dworkin. J'ai lu leurs témoignages et ça avait fait tilt dans ma tête. Et quand, à un moment donné crucial, un de mes clients a supposé que j'étais peut-être tombée malade, que je devrais vérifier, que je devrais faire des tests. J'ai eu gravement peur d'attraper une maladie sexuellement transmissible. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit non, stop, il faut qu'on arrête. Et on a essayé comment dire, de me maintenir dans la prostitution en me menaçant, en me faisant du chantage avec de la pornographie qu'on avait fait de moi dans la prostitution. Et justement, j'ai dit non et ben, je suis sortie comme ça. Et c'était en pleine période du mouvement MeToo. J'ai comme eu une obsession pour les témoignages de personnes, de femmes qui ont vécu des violences sexuelles. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic et où je suis sortie de la prostitution. C'est-à-dire qu'en fait, donc, ce que vous dites, c'est très important, c'est que on puise aussi de la force dans les autres, quoi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de témoigner. Ce qui est important, c'est de dire, c'est de pas garder pour soi et de pas croire qu'on est toute seule à devoir gérer ça, quoi. C'est-à-dire, c'est finalement le collectif des femmes qui vous a donné le courage, quoi, qui vous a donné la force. C'est ça, les féministes aussi. Voilà. Bah, c'est super important aussi, ça. C'est super important. Continuez à... Merci Alexine. Je ne voudrais pas qu'on abuse de ton énergie et on t'envoie toute notre sororité. Moïra le dit, elle très bien. C'est vrai que le combat féministe aussi, je crois, ça fait beaucoup de bien individuellement à chacune d'entre nous. En tout cas, c'est mon cas, par exemple, même si je n'ai pas été victime de ce système prostitueur. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt du féminisme, c'est aussi de créer des liens de sororité, en plus de l'analyse évidemment systémique que ça peut permettre évidemment. Parce que en fait, vous m'aviez invité pour donner mon analyse sur les mécanismes avant d'arriver à la prostitution, je crois. Et je voulais parler de la dissociation, quelque chose que j'ai connu depuis l'enfance, mais aussi toute la culture du viol qui est représentée dans les livres ou dans les films, par exemple. Un truc qui m'a beaucoup suivi, c'est le fait que dans cette culture, j'ai gardé cette idée qu'il faut absolument avoir la protection d'un homme, sinon les femmes meurent. Comme dans les films, la femme, même si elle aime ou déteste l'homme, elle doit finir avec, ou alors elle crève à la fin. Donc, moi, j'ai pensé qu'aller dans la prostitution, le fait d'être toujours en permanence sous la protection des hommes, eh ben, je continuerai à survivre. Et c'est comme ça que je suis restée dans l'engrenage de la prostitution pendant 2 ans, alors que c'était censé se faire que pendant 2 semaines, juste histoire de survivre quelques jours. Mais finalement, en entrant dans la prostitution, on est dans la pauvreté, mais quand on en sort, on est toujours dans la pauvreté, ça change strictement rien. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ah oui. Je voulais parler aussi de l'abolitionnisme.
je pense que c'est vraiment très important de changer de mentalité. On est en temps de paix, soi-disant, mais les femmes ne connaissent pas la paix dans les pays en paix. Les violences sexuelles continuent, que ce soit l'inceste, la prostitution, les violences conjugales, la pornographie. Ça change strictement rien, enfin pas grand-chose. Et je pense qu'il faut vraiment comment dire, changer notre façon de se représenter les femmes et espérer mieux pour elles. Je ne veux pas que toutes les femmes terminent comme dans Barbe Bleue, par exemple, où elles finissent dans des caves et elles meurent. Et voilà, quoi. Voilà, je m'arrête là parce que j'arrive même plus à réfléchir. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment un acte de courage dont tu fais preuve là avec nous et on t'en remercie beaucoup. C'est très émouvant. Et puis tu es, non seulement c'est un courage énorme, mais c'est aussi tu nous donnes de la force. Tu nous donnes de la force, sache-le. Bon, on va respirer tout un petit peu là, parce que c'est vrai que c'est fort tout ça. Merci beaucoup, Alexine. Merci beaucoup, Alexine. Donc, Adama, on s'est connus il y a 2 ans à peine, effectivement. Et donc, j'avais remarqué ton engagement et aussi ta formation de juriste, ton engagement auprès des femmes étrangères, en particulier issues de la migration, dans cette aide juridique que tu leur apportes au quotidien. Et donc, je voulais que tu nous présentes peut-être au travers d'un exemple ou deux le fait que, bien que le droit soit là en principe pour soutenir et rendre justice à toutes les femmes comme tous les hommes, eh bien en réalité, ça n'est pas si simple que ça. Et le fait est que ce droit, il s'avère relativement inefficace parce que patriarcal et parce que aussi empreint de réflexes racistes. Donc, si tu veux bien, Adama, je te passe la parole. Voilà. Bonsoir à toutes et merci bien. Je suis ravie d'être parmi vous et il ne va pas être évident de parler après ces interventions très enrichissantes. En fait, justement, les femmes étrangères aujourd'hui, déjà les femmes subissent des violences, ça c'est connu de tous, mais les femmes étrangères ou issues de l'immigration vivent encore davantage de violences, plus que leurs consoeurs, souvent justifiées par des faits culturels liés à leur origine et renforcés par le statut qui leur est réservé en France, soit en tant que conjointes, demandeuses d'asile, travailleurs, qui les rendent encore plus vulnérables. Donc, les raisons sont multiples. Déjà, les femmes étrangères sont confrontées à plusieurs obstacles. D'abord, un isolement social et professionnel, économique. Le plus souvent, quand elles arrivent, si elles ne parlent pas le français, il est très difficile pour elles de s'intégrer. Et dépendance professionnelle, même si elles arrivent sur le territoire en ayant des diplômes, il y a une disqualification, elles sont reléguées à des fonctions ou à des activités de très faible niveau. Et au niveau aussi, il y a un lien juridique, une dépendance juridique qui est assez grave et que qu'on trouve dramatique pour ces femmes-là. Le plus souvent, ces femmes, lorsqu'elles arrivent et qu'elles rejoignent un conjoint au titre du regroupement familial ou au titre de conjoint de français, il y a une dépendance administrative très forte qui rend encore ces femmes plus vulnérables et corvéables à merci et qui les expose justement à ce type de violence
dont les violences sexuelles qui sont les violences les plus graves, mais en général, elles subissent toutes les autres formes de violence. Cette dépendance administrative se traduit par quoi? Les textes au niveau de vous savez, pour obtenir un titre de séjour ou pour le renouvellement d'un titre de séjour, il y a un temps qui est déterminé, qui est obligatoire, fixé par la loi. Il faut une cohabitation. Et cette dépendance, pendant un certain temps, le plus souvent pendant 3 ans, le temps de renouveler, voir que le mariage, ce n'est pas un mariage blanc et tout. Et à partir de ce moment-là, ça rend ces femmes beaucoup plus vulnérables par ce statut-là, et elles sont exposées à des violences, notamment des violences sexuelles graves. Mais aussi, il y a un autre fait qui se rajoute. On vient de parler de l'isolement social, de la dépendance économique, de la dépendance administrative. Il y a aussi ce problème souvent lié à des questions culturelles ou cultuelles. Et les femmes qui sont d'origine étrangère, elles arrivent, ou soit elles sont éduquées dans des communautés aussi, qui les ont préparées depuis toute leur jeune enfance à être soumises ou à répondre aux attentes des hommes. Donc là, il y a aussi une confusion entre leur statut, leur rôle d'épouse et le fait qu'elles subissent aussi davantage de ces violences-là. Le fait qu'elles soient épouses les expose, elles croient qu'elles elles doivent répondre aux attentes des hommes. Donc, ce qui les expose encore davantage à ce type de violence, elles sont utilisées comme des objets ou un objet de désir et de fantasme masculin. Le contenu des violences ont été déjà décrits un peu plus haut, et on retrouve les mêmes mécanismes en temps de paix. C'est les mêmes mécanismes qui se traduisent. Donc, la femme est un objet et qu'il y a le pouvoir patriarcal qui s'impose à elle. Et aussi, il y a de la discrimination. Ces femmes-là subissent aussi de la discrimination par les autorités. Les femmes qui arrivent, elles ont aussi un autre frein assez important, c'est dans l'accès à la justice. Parce que tout ça, quand on parle, on peut parler de viol ou de reconnaissance de ces droits-là. Si on n'arrive pas à porter plainte, il n'y aura pas de reconnaissance du tout. Et elles méconnaissent le plus souvent leurs droits. Elles ont des difficultés, si elles ont des difficultés de parler français, mais aussi le fait de parler de violence sexuelle est un tabou. Et ce tabou se traduit aussi soit au niveau communautaire, et parler d'intime est assez complexe. Moi, dans mes permanences juridiques, les personnes qui arrivent, donc on pose les questions, je suis spécialisée sur les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Et quand on arrive à cette question, je suis obligée de poser toutes ces questions-là. Le plus souvent, c'est quelque chose de très difficile à arracher à ces femmes parce qu'elles ne comprennent pas qu'il peut y avoir de viol conjugal. Pour elles, c'est un devoir, il faudra répondre aux attentes de l'homme. Et quand on leur explique que non, en France, ici, on peut porter plainte lorsqu'on n'est pas d'accord. L'acte sexuel, s'il y a un devoir de cohabitation, mais l'acte sexuel doit être consenti et partagé. À défaut, c'est un viol, donc c'est passible de peine de prison et c'est un acte criminel. Donc là, le déclic se passe. Mais il est très, très difficile d'amener ces femmes du stade de comprendre ce qui leur arrive. Donc, il faut caractériser le fait et leur laisser surtout le droit et la possibilité d'entreprendre ces démarches. On leur explique surtout le fait qu'elles aient compris et éventuellement qu'elles soient d'accord aussi d'entreprendre des démarches. Celui-là, il est semé d'embûches. Le chemin est très, très long parce qu'il y a des questions de preuve aussi qui jouent. Il y a des questions aussi de temps qui jouent. Et souvent, elles sont aussi partagées et jugées par leur communauté qui font que, ben non, tu vas amener cette question au niveau de la justice. C'est qu'on entend, on prend plus souvent la défense de l'agresseur en disant que non, on t'a envoyé ici ou bien tu es venu ici et pourtant tu envoies ton conjoint au niveau de la justice.
Et donc, ces femmes subissent des pressions assez considérables de la part de la communauté aussi. Il y a aussi un autre phénomène, je parlais de l'accès, de la difficulté d'accès à la justice. Pour que ces femmes soient reconnues en tant que victimes, il faut qu'elles arrivent à porter plainte et aussi à démontrer un certain nombre de preuves qui corroborent leurs prétentions. Et la justice, le traitement judiciaire des violences sexuelles est assez dramatique en France. J'espère qu'avec le mouvement MeToo, le Grenelle sur les violences, que ça va évoluer, mais encore, nous sommes dans des situations assez précaires et assez complexes. D'une part, les femmes aussi, elles ont souvent peur de porter plainte, le fait qu'elles ne soient pas connues, et que les violences qui sont intervenues ne se trouvent pas dans une enquête, dans un cadre comment je vais dire, de flagrance. Au fait, les violences sexuelles, le plus souvent, elles le subissent depuis un certain temps. Entre le moment où elles décident de le dénoncer, un certain temps est passé et il est très difficile de rassembler des éléments de preuve où les indices se sont perdus. Mais néanmoins, quand même, on arrive, lorsque la personne le souhaite, on l'accompagne dans ce cadre. Ce qu'on dit, il y a toujours des preuves qui sont semées. Donc, c'est de décrire déjà la violence en tant que telle, comment elle s'est traduite, à quel moment et tout, mais ce qui demande beaucoup de détails et beaucoup des fois de difficultés aux personnes. Mais si elles arrivent à le faire, là aussi, ces femmes sont confrontées à la fin parce que d'une part, on ne les croit pas, la difficulté de la preuve, la malformation ou l'accompagnement aléatoire ou pas très bien spécialisé de certains conseils font que tout ça fait tomber, on prend ces femmes pour des menteuses le plus souvent et elles se demandent, elles se découragent, elles se demandent si elles ont bien fait ou pas. Malgré tout, tout n'est pas perdu, on peut arriver au bout. Pour illustrer certaines situations et surtout aussi quand on arrive au niveau du traitement judiciaire qui est assez complexe, assez long et assez lent, on disqualifie le plus souvent l'infraction. On passe de comment je vais dire, de l'infraction criminelle, il est plus souvent disqualifié en correctionnel. Et ce qui a beaucoup d'incidence et d'impact par rapport à l'infraction en elle-même. Donc, ça traduit aussi une certaine légèreté de la part des pouvoirs publics en qualifiant ça, parce qu'il faut nommer, il y a des crimes, il y a le viol, il est bien défini, l'agression sexuelle, elle est très bien définie également, mais le plus souvent, avec la lenteur administrative, la déperdition des preuves ou la volonté d'aller vite ou la banalisation de ce type d'infraction font qu'il y a une disqualification et que ça a une incidence importante autant sur la peine, autant sur la victime et autant sur l'auteur. Donc, les auteurs de ce type d'agression sexuelle savent qu'ils encourent moins comment je vais dire, de sanctions que si cela peut se traduire et être jugé correctement. Je prends un cas ici, je pourrais vous citer un ou deux cas. Le cas où on a accompagné une jeune fille africaine. Elle est arrivée en France, c'est la parfaite illustration des difficultés des femmes migrantes. Donc, elle est arrivée en France, elle a fait débuté d'une demande d'asile. Donc, elle était corvéable à merci dans sa famille d'accueil. Au fur et à mesure, les relations se sont tendues justement après la décision de rejet de sa demande. Et du coup, ça a mis cette personne dans une situation de précarité, de dépendance, d'isolement, et elle s'est cherchée à s'en sortir. Donc, le fait qu'elle est en situation irrégulière, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas se former, donc sujette à des petits boulots, donc c'est la survie et une certaine vulnérabilité. Et les prédateurs, surtout, le savent et repèrent bien ce type de personnes. Cette jeune fille donc, voulait se former vu qu'elle ne peut pas accéder à une formation diplômante vu qu'elle est dépourvue de titre de séjour. Sous la bienveillance soi-disant d'un monsieur qui lui proposait gratuitement et bénévolement des cours informatiques.
elle est arrivée. Au début, la relation, elle subissait des agressions sexuelles et tout, et elle repoussait ses avances. Et un beau jour, bah, il avait complètement organisé ou orchestré son guet-apens. La jeune femme est arrivée, elle a été victime de viol, et en plus, ce viol a été filmé. C'est vous dire jusqu'où l'impunité va. Filmé, et le monsieur, pour se vanter encore de son acte, il a publié cette vidéo auprès de ses amis. La jeune femme a pleuré, elle a perdu pied, elle a eu peur parce qu'elle voulait garder sa virginité pour des convictions religieuses. Donc, tout est parti, elle a complètement tout perdu. Et elle est repartie chez elle sans porter plainte tout de suite. C'est au 4e jour, complètement désorientée, elle a fait une tentative de suicide, qu'elle a réussi après à confier ce qui venait de lui arriver. Au final, elle a réussi à porter plainte par l'intermédiaire d'une amie, mais malheureusement, ce que je dis, il y a des déperditions aussi de preuves parce qu'elle n'avait pas, la scène ne venait pas se passer. Un certain temps s'est passé entre les deux. Au final, la police, au courant de l'enquête, la police a bien établi un viol, et en plus un viol avec pénétration de plus de 30 minutes. Et les attestations médicales ont attesté la pénétration, donc il ne faisait aucun doute que c'était un crime. Donc passible de cour d'assises et tout. Au final, au cours de l'instruction, cette femme a eu un conseil nommé par le biais de l'aide juridictionnelle. Au cours de l'instruction, la juge d'instruction, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, elle a décidé, bien sûr avec l'accord de la victime, de requalifier cette infraction en agression sexuelle. Donc, l'infraction a été correctionnalisée au lieu que ça passe en cour d'assises. Et entre la violence et le premier jugement, 4 années se sont passées. Donc, pendant ces 4 années, cette personne était dans la phase de procédure où elle ne comprenait pas tout et les conseils n'étaient pas très bien non plus orientés. Et par finir, on a récupéré ce dossier au courant 2018 où il a fallu tout recommencer. Et on a changé de conseil et elle est dépourvue de titre de séjour, elle n'a absolument rien. Au final, donc, par notre réseau, nous avons des avocats qui sont spécialisés sur ces questions et surtout sur l'accompagnement des femmes victimes de violence. On n'accompagne pas une victime de viol comme ça, une femme victime de violence de la même manière qu'une personne lambda, ce n'est pas un crime lambda. Et par finir, comme l'infraction a été correctionnalisée, on n'était plus dans les délais pour faire recours. Heureusement, il y a eu un jugement où les faits ont été reconnus, mais la peine de prison était moindre. Parce que lorsque on correctionnalise la situation, on ne juge pas de la même manière une agression sexuelle et un viol. Un viol est passible de cour d'assises avec un jury. Étant donné que les agressions sexuelles sont correctionnalisées, et les délais, d'une part, les délais ne sont pas les mêmes. Pour les agressions sexuelles, c'est 6 ans pour porter plainte et les peines vont jusqu'à 10 ans avec 75 000 € d'amende. Étant donné, si c'est un viol qui est reconnu, la victime a un délai plus long pour porter plainte. Les peines sont plus conséquentes aussi. Elles partent de 15 ans jusqu'à 30 ans en cumulant avec des circonstances aggravantes. Tout ça, c'est pour vous dire, c'est la manière, le traitement judiciaire aussi ne favorise pas ce type de personnes et ces femmes migrantes. Surtout, elle avait peur avec ça, elle n'a pas voulu porter plainte au début par rapport à sa situation administrative. Donc, combien de femmes sont dans cette situation qui n'osent pas, bien qu'il est dit aujourd'hui aux policiers de ne pas, lorsqu'une femme vient pour des violences, de ne pas traiter, de traiter plutôt la question pour laquelle elle est venue, pas sur sa situation administrative. Mais il y a une certaine crainte qui font qu'il y a une impunité
des auteurs. Les auteurs savent bien, et cette vulnérabilité, les dépendances administratives, les lenteurs judiciaires font qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance très, très faible de ce type de violence. Merci, merci infiniment Adama. C'est toujours hyper clair tes études de cas, si on peut parler comme ça avec un terme juridique, mais ici avec l'analyse féministe qui te caractérise. Je te remercie beaucoup. C'est cette question de la disqualification des viols en agression sexuelle, c'est un sujet qui ne bouge pas, et je te remercie beaucoup de l'avoir remis en avant parce que c'est effectivement très important. Je vais me dépêcher de présenter Noura Rad, que je connais depuis un petit peu plus longtemps qu'Adama. On s'est connus voilà, en étant militante à Aix-en-Provence, et puis voilà, le temps a fait son chemin. Noura, c'est toujours une activiste. Elle est maintenant coprésidente du réseau européen des femmes migrantes, et puis elle travaille également pour le mouvement du NI, et par ailleurs c'est une docteure en droit, et c'est à ce titre que je lui ai demandé d'intervenir aujourd'hui en tant que juriste spécialiste du droit du droit de la famille, et donc elle a en particulier travaillé sur le droit au Liban et puis le droit français. Donc, on s'est permis de lui demander quelque chose de spécifique, c'est-à-dire de montrer comment est traitée la situation de viol conjugal. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui a été évoqué par Adama précédemment, la question du viol conjugal au Liban et en France. Est-ce que le viol conjugal, ça existe dans le droit libanais ou pas? Voilà, je te passe la parole, Noura. Ouais. En effet, c'est très difficile, comme l'a précisé Adama, c'est très dur de prendre la parole après les témoignages et les interventions qu'on a pu entendre, et surtout de parler du droit après ces témoignages qui sont très vivants et très touchants. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est que ça soit un truc un tout petit peu vivant pour que ça soit pas complètement juridique, et c'est de voir ce droit d'une approche féministe à travers une analyse féministe. L'idée, c'est de pouvoir comprendre comment, pourquoi ce droit aujourd'hui continue en fait à discriminer, à mener à des discriminations envers les femmes. Pourquoi ce droit légitime et justifie les discriminations et les violences commises à l'égard des femmes, et plus spécifiquement donc à travers le sujet du viol au sein conjugal ou au sein du couple. Et l'idée de cette comparaison entre la France et le Liban, c'est aussi pour pouvoir comprendre que quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quelle que soit l'histoire, la politique des pays, le droit dans tous ces pays est fondé sur des stéréotypes sexistes et sexuels, sur des stéréotypes de genre, et que le droit a toujours été un moyen d'expression du patriarcat, ou un moyen d'application aussi, sa manière d'interprétation et d'application, un moyen d'exprimer ce patriarcat de manière concrète, et que malgré les évolutions dans certains pays, comme c'est le cas par exemple en droit pénal français, malgré cette évolution qui est une évolution progressive, une grosse évolution, malgré cette évolution, aujourd'hui, à travers une analyse féministe, on continue à voir que ce droit, sa manière d'interprétation et d'application est encore masculine, est encore un droit qui est fait par les hommes et pour les hommes. Donc, ce que je propose pour pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui je dis que ce droit est fait par les hommes et pour les hommes, ce que je propose, c'est de voir la chronologie, comment le droit pénal français a évolué sur la question du viol
conjugal au sein du couple et pourquoi malgré cette évolution on dit que cette évolution elle est limitée, pourquoi on a encore des discriminations, pourquoi on n'arrive pas encore à déposer plainte, à gagner les affaires en justice, à reconnaître, à qualifier l'acte en tant que tel, comme l'a précisé très bien Adama, à qualifier le crime en tant que viol et à donc pas le requalifier en agression sexuelle ou autre. C'est à travers cette chronologie qu'on va pouvoir répondre à cette question. Alors, en France, en droit pénal français, il y avait l'ancien code pénal français de 1810 et comme vous l'imaginez très bien, l'ancien code pénal incriminait et pénalisait le viol, mais il n'exprime pas du tout, il était silencieux sur la question du viol entre époux, du viol conjugal. Et c'était tout à fait normal, entre guillemets, parce que le viol ne pouvait pas exister, ce crime ne pouvait pas exister entre une femme et un homme qui étaient liés par le mariage, parce que l'acte sexuel, dans ce cadre-là, était considéré comme un devoir entre les époux, comme une fin légitime du mariage, c'est comme ça qu'on le présentait, qu'on le décrivait, et que la femme avait un devoir de se soumettre au désir sexuel de ce mari quand il le souhaite, comme il le souhaite, et donc en aucun cas il pouvait y avoir un viol entre les époux. Donc ça, c'était le droit en tant que tel. On voit clairement que ce droit était fondé sur des stéréotypes parce que la question, l'expression de devoir conjugal de femme qui devait être soumise au désir sexuel de l'homme, de son époux, ça vient des stéréotypes de genre qui divisent les rapports qui hiérarchisent et divisent les rapports entre les femmes et les hommes et qui soumet les femmes au désir des hommes. Et donc ça, c'était le droit. On avait la jurisprudence, donc les juges et la doctrine qui avaient la même position, qui refusaient d'admettre que le viol pouvait exister entre les époux. Et qu'aucune relation, on ne peut pas parler d'une relation sexuelle imposée à l'épouse, que c'était un devoir, donc elle devait se soumettre à l'obligation, au désir de son mari. Par la suite, le gouvernement français a voulu en fait faire évoluer cette infraction, ce crime de viol, et adopter une définition qui était plus générale. Et donc, on a juste ajouté l'expression « quand le viol est commis sur la personne d'autrui ». Et par cette expression, le droit ne voulait pas être explicite. Encore une fois, il ne voulait pas protéger explicitement les femmes parce qu'il y avait derrière, il était fondé sur des stéréotypes. Donc, on voulait quelque part laisser aux juges le droit de choisir comment appliquer, comment interpréter et appliquer cette expression. Est-ce que la personne d'autrui, c'est donc la femme quand il y a un lien de mariage ou pas? Mais malheureusement, encore une fois, les juridictions n'ont pas voulu appliquer le viol entre les époux. Et en fait, ce qui s'est passé entre 1980 et 1990, c'est que les juges ont uniquement reconnu qu'il y a un viol entre époux quand il y a une violence dans le cadre du rapport sexuel. Et donc, ce n'était pas le non-consentement, le refus de consentement qui a été pénalisé, sanctionné, mais c'était plutôt le recours aux violences lors du rapport sexuel. Et c'est sur cette base que les juges pénalisaient les hommes. Donc, encore une fois, on ne pouvait pas parler de viol conjugal. Et il fallait attendre un arrêt, une affaire en 92 pour que la Cour de cassation française dise que, OK, il peut y avoir un viol lorsque la victime arrive à prouver qu'il n'y avait pas de consentement. Donc, on disait qu'il y avait une présomption de consentement. Il faut prouver qu'il n'y avait pas de consentement dans la relation sexuelle entre époux pour pouvoir appliquer le crime de viol. Et c'est ce qui a été consacré au sein du Code pénal français en 2006. Donc, on est en 2006, ce qui n'est pas très, très loin.
Et encore une fois, le code, le législateur n'a pas voulu reconnaître le viol conjugal, le viol au sein du couple. Et même s'il a ouvert une petite porte pour pouvoir incriminer, pour pouvoir pénaliser les viols commis au sein entre époux, il utilisait encore le terme présomption de consentement. C'est-à-dire, il reconnaissait encore le droit français, le fait que entre époux, il y a quelque part un consentement, il y a un devoir conjugal. Et ceci n'a pas été changé jusqu'à la loi de 2010, du 9 juillet 2010, sur les violences faites spécifiquement aux femmes au sein du couple et les incidences sur les enfants. Ce n'est qu'en 2010 que le législateur, et avec beaucoup de pression par les associations, la société civile et les associations féministes, que le législateur a accepté de supprimer cette présomption de consentement et donc de reconnaître qu'il y a un viol, le viol conjugal, mais aussi le viol au sein du couple ou par des ex-partenaires, de le reconnaître directement sans la nécessité de prouver en fait, sans mettre dans la loi cette obligation de prouver qu'il n'y avait pas de consentement. Cependant, malgré cette évolution qui est très tardive au niveau du droit français, aujourd'hui sur le terrain, concrètement, on voit que, comme l'a précisé Adama, il est toujours très difficile de parler du viol, encore plus du viol au sein du couple ou du viol conjugal, parce que c'est encore un sujet tabou, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent, il y a des femmes qui ignorent leurs droits, mais aussi le fait qu'elles ont subi un viol à un moment donné de leur vie. Ok, je fais vite. Et donc, on a aussi une mauvaise interprétation, on a une mauvaise application. Il est très difficile d'aller porter plainte, d'avoir des certificats médicaux, d'avoir un rendez-vous à l'unité médico-judiciaire. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, uniquement 16% des victimes déposent plainte. Uniquement 16% on a chaque année plus de 216 000 femmes. Après les chiffres qu'on connaît, il y a certainement plus qui sont victimes de viols au sein du couple et uniquement 16% qui déposent plainte. Alors, pour faire la comparaison très rapidement en 1 minute avec le droit libanais, en droit libanais, le droit libanais, c'est un droit qui a été influencé, qui a été repris de l'ancien code pénal français de 1810. Donc, pas de viol, c'est un devoir conjugal, c'est une obligation imposée sur les femmes. Quand les associations féministes en 2014 ont commencé à se mobiliser pour reconnaître, pour dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un viol au sein du couple, au sein de la famille, il y a eu une petite modification au sein du code pénal, mais en fait, encore une fois, c'est une modification qui est très trompeuse, qui est faite par des hommes, par les parlementaires qui sont que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Ils n'ont pas pris en compte les projets qui ont été, les propositions faites par les associations féministes. Eh bien, qu'est-ce qu'on a eu dans cette modification? Que le viol au sein du couple entre époux est réprimé quand il y a recours aux violences, quand les rapports sexuels sont obtenus par la violence ou à l'occasion de ceci, à l'occasion des violences. Donc, encore une fois, ce n'est pas le non-consentement, ce n'est pas le fait que la femme, elle n'est pas consentante qui conduit à une pénalisation du viol. Et encore une fois, on considère que c'est un devoir. Et dans la définition aujourd'hui de ce viol réprimé quand il y a des violences, on dit explicitement droits conjugaux. Donc, le législateur prévoit que c'est un devoir conjugal et qu'on a fait plaisir aux associations féministes, mais tout en, encore une fois, gardant le côté patriarcal et machiste au sein du code et dans son application. Merci. Merci beaucoup, Noura. C'était effectivement, on est un peu pressé on commence à être un peu pressé par le temps. C'est dommage parce que toutes vos interventions sont vraiment hyper intéressantes, passionnantes, vraiment. Et il faudrait qu'on fasse avec chacune d'entre vous un rendez-vous de la clé spécifiquement pour chacune, je pense. C'est ça qu'il va falloir qu'on mette en place, n'est-ce pas, Marie-Paul? Merci beaucoup, en tout cas, Noura, pour cet éclairage. Enfin, donc, Moïra Sauvage. Donc, vous êtes journaliste et essayiste.
Vous êtes présidente de Excision Parlons-en et vous êtes toujours active dans cette association. Vous allez nous parler d'une autre forme de violence sexuelle, les mutilations sexuelles féminines dans le monde, en rappelant, je crois, quelques chiffres aggravés par la pandémie et l'arrêt des campagnes de prévention. En 2 mots, Moïra, où en est-on aujourd'hui dans le monde, en France, en Europe, des mutilations sexuelles? Ça ne s'arrange pas. Et comment faire respecter ces pratiques dangereuses pour la santé des femmes et des filles, qui sont quand même des pratiques d'une violence inouïe? Tout à fait. Je dirais même que c'est le bout du fil rouge de toutes les violences sexuelles et autres que subissent les femmes dans le monde entier. Hein? Alors, il y a deux idées toutes faites sur les mutilations sexuelles. Enfin, on a tendance à dire « oh, c'est loin, c'est dans d'autres pays, et puis c'est caché, c'est tabou, donc comment faire pour lutter contre ?» Et puis, la deuxième idée, c'est aussi qu'on pense tout de suite à l'Afrique. On dit les mutilations sexuelles, c'est en Afrique. Mais pas du tout. Nous, on a découvert, depuis qu'Excision Parlons-en existe, c'est-à-dire depuis 2013, nous sommes un réseau d'une vingtaine d'associations. Nous avons fait un site internet pour donner de l'information dessus et qui précise bien que l'excision existe dans le monde entier, dans certaines tribus d'Amazonie, au nord de l'Inde, en Asie centrale, en Indonésie, en Malaisie. Ça n'est pas du tout un phénomène uniquement africain. On sait aussi que ça existait en Égypte, il y a donc des millénaires, puisqu'on a retrouvé des momies qui avaient été excisées. C'est moins connu et qu'on aime bien rappeler aussi pour montrer que ça peut être aussi un phénomène tout à fait occidental, c'est que les médecins au 19e siècle en France et aux États-Unis jusque dans les années 50 ont continué médicalement à exciser des femmes pour soigner leur hystérie. Donc on peut dire que cette idée qui est quand même incroyablement bizarre de vouloir couper l'appareil génital des femmes est venue à l'idée de beaucoup de gens à beaucoup d'époques. Donc de quoi s'agit-il exactement de l'excision? Vous pouvez trouver toutes les informations sur les différents types d'excision sur le site d'Excision Parlons-en, mais il s'agit en fait de couper le clitoris et ou les lèvres, les petites lèvres ou même les grandes lèvres, soit des bébés, soit des filles jusqu'à l'adolescence. La plupart du temps dans des conditions d'hygiène déplorables, même si en certains endroits de la planète, aujourd'hui, en Égypte, en Indonésie par exemple, des médecins peuvent le pratiquer. Ce qu'on peut deviner évidemment facilement, ce sont les répercussions physiques, les risques d'hémorragie, d'infection, les souffrances que ça provoque, mais aussi les dangers plus tard lors des accouchements. Mais ce dont on parle moins, ce sont les répercussions psychologiques sur ces femmes et ces filles, le traumatisme que ces violences peuvent laisser dans l'esprit de celles qui les ont subies. Et on parle aussi encore moins du problème du plaisir, qui donc disparaît la plupart du temps. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Selon l'UNICEF, il y a 200 millions de femmes dans le monde qui ont subi une excision. Et on peut ajouter, parce que les gens aiment bien les chiffres, c'est vrai, qu'une fillette l'a subie toutes les 4 minutes à travers le monde. Alors même si, selon l'ONU, on constate un certain recul quand même, puisque la proportion de jeunes filles entre 15 et 19 ans qui ont été victimes de mutilations est passée de 47% à 34%, mais ces pratiques sont encore courantes dans plus d'une trentaine de pays. Alors en France, comme dans d'autres pays, la prise en charge des femmes excisées s'est organisée peu à peu avec la réparation, la reconstruction du clitoris qu'on peut leur proposer dans différents lieux, comme dans d'autres pays, bien sûr, en Afrique ou ailleurs, en Europe, à la suite des recherches du Dr Foldes, mais sans oublier, bien sûr, la prise en compte globale des violences qu'elles ont subies dans leur vie et qu'elles peuvent avoir traversées, et on en a parlé tout à l'heure. Alors, comment les auteurs de ces violences, plutôt les autrices, devrais-je dire, puisque ce sont hélas les femmes qui la perpétuent, les explique-t-elle, ces excisions? D'abord par la religion, sans savoir la vraie vérité, parce qu'aucun texte, ni dans le Coran, ni ailleurs, ni aucune religion ne préconise d'exciser les femmes. Alors aussi par la tradition, ça c'est toujours fait, il faut que je le fasse à ma fille, c'est normal, c'est notre coutume. Mais je dirais plus que ce serait
par une sorte de peur du qu'en dira-t-on. Et le qu'en dira-t-on, nos aïeules, elles en avaient peur aussi, hein, nos mères, nos grands-mères, il ne fallait pas faire certaines choses. Donc ne jugeons pas, le qu'en dira-t-on a toujours pesé énormément sur les épaules des femmes. Et puis autre raison qui sont avancées, c'est la peur que les filles ne trouvent pas de mari. Si elles ne sont pas excisées, elles ne trouveront pas de mari. Et il nous semble que on atteint là la vraie raison de l'excision, supprimer le plaisir des femmes. Car si elles n'en éprouvent pas, elles seront sans doute fidèles, elles n'iront pas voir ailleurs. Et il s'agit donc bien là d'un outil de contrôle du corps des femmes. Et c'est à nos yeux de féministes, si on réfléchit bien, la vraie raison du phénomène. Alors aujourd'hui, l'excision, c'est un problème universel, on l'a vu, mais c'est aussi un problème des pays occidentaux, de l'Europe, de la France. Dans les populations d'origine immigrée, elle existe encore, bien que la loi l'interdise, et c'est pour ça qu'Excision Pardonnons-en, nous nous sommes créés, donc en 2013, pour bien faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un problème lointain, ni qu'il avait été réglé comme on le pensait avec les lois des années 90 qui condamnaient fermement l'excision et les exciseuses et même les parents, mais bien que c'était un problème qui nous concerne. Alors bien sûr, il nous concerne en tant que violation du droit humain fondamental des filles et des femmes à l'intégrité de leur corps, à la santé, à leur bien-être et à leur autonomie, comme le disent les textes internationaux, mais il nous concerne aussi tout simplement en tant qu'humains et humaines, solidaires, les hommes comme les femmes. C'est d'ailleurs un homme qui a créé Excision Parlons-en, après avoir été en tant que journaliste vivre en Égypte, où je le rappelle à l'époque, ou même il y a encore quelques années, il y avait presque 90% des femmes qui étaient excisées. Donc, Excision Parlons-en, nous avons essayé donc de braquer le projecteur de nouveau sur le problème. On a fait du plaidoyer auprès des autorités, on a organisé des événements publics, des colloques, des manifestations, des campagnes d'affichage. Et puis, nous avons conçu une campagne de prévention pendant 3 ans qui s'appelle Alerte Excision et qui est à destination des jeunes filles, lancée chaque année avant les vacances d'été, pour éviter que ces jeunes filles ne risquent d'être envoyées dans les pays d'origine de leur famille et soient excisées, même si les parents ne sont pas d'accord, par la grand-mère, la tante, qui croit bien faire, en disant il faut absolument qu'elle soit excisée. Et puis nous avons aussi travaillé au niveau européen avec un réseau qui s'appelle End FGM à Bruxelles, et qui regroupe plus d'une dizaine de pays où la situation de l'excision existe. Et nous avons, entre autres, conçu une plateforme de formation en ligne pour tous les professionnels qui sont confrontés au problème. Et puis, nous avons aussi travaillé à ce que les femmes obtiennent l'asile en France pour éviter l'excision à leurs filles, car la France est le premier pays d'accueil pour ces femmes pour ces raisons. Et les mutilations génitales ouvrent maintenant le droit à l'asile en France, en ce qu'elles constituent, comme le dit le texte juridique, une persécution sur un individu dans un contexte où l'excision est considérée comme une norme sociale. Aujourd'hui, on sait que plus de 5000 fillettes sont placées sous la protection de l'OFPRA à ce titre. Le temps passe, donc je vais bientôt m'arrêter, mais pour finir, je dirais que comme pour les violences domestiques, pour toutes les violences qui concernent les femmes, mais spécifiquement ces violences qui ont lieu dans la sphère privée, il me semble que tout est là dans le besoin de faire comprendre, faire connaître, mieux faire comprendre le problème des mutilations sexuelles, les traditions, pourquoi ça existe, pourquoi ça persiste, pourquoi les gens le font, quelles sont les répercussions sur la santé psychologique, tout simplement pour aider les femmes qui ont vécu ça et pour savoir quoi faire, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté, les infirmières scolaires, les policiers, tout le monde, mais qui ne connaissent pas assez et qui n'osent pas s'en occuper, justement. Et pour parler un petit peu de la pandémie, il a été analysé par les Nations Unies, par des associations sur place, en Afrique, en France, que c'était un peu une catastrophe. En même temps, les filles n'ont pas pu partir au pays d'origine l'été, donc ça, c'était plutôt un bien. Mais quand les filles sont confinées chez elles, dans le silence et le secret de la maison, évidemment, on peut leur faire tout ce qu'on veut leur faire. Enfin, j'aimerais terminer par cette phrase que j'ai entendue une fois et qui m'a vraiment beaucoup marquée. Si c'était des petites filles blanches, occidentales, qui subissaient ainsi des mutilations sexuelles, il y a sans doute bien longtemps qu'on aurait agi pour que ça cesse. Voilà.
Merci beaucoup, Moïra, pour ta présentation assez complète de ce fléau. Quand même, on peut dire que c'est un fléau, vraiment. Oui. Et merci d'avoir rappelé que c'était d'abord et avant tout, enfin, l'analyse que nous faisons féministes, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense qu'on est nombreuses, que c'est simplement le plaisir féminin qui pose problème. Et que c'est la raison pour laquelle, effectivement, ont eu lieu et perdurent ces pratiques extrêmement violentes. Donc, voilà, donc Pierrette, c'est à toi, effectivement. On s'était proposé que tu nous dresses un bilan du continuum de violence, de ce continuum de violence. Et puis, que tu proposes, bon, je suis repassée au-dessus, tant pis, une lecture féministe donc, de ces violences systémiques. Et puis, pour finir sur une note plus optimiste quand même, parce que c'est quand même un peu lourd, hein. Ce sujet, c'est passionnant, c'est émouvant, c'est poignant, mais c'est quand même un peu lourd. Et ça ajoute à l'ambiance un peu anxiogène que nous vivons en ce moment. Peut-être est-ce que tu peux nous donner quelques pistes pour en finir avec les violences sexuelles? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Je vais essayer d'aller rapidement pour que tout le monde puisse reprendre une activité normale. Ce que je voulais, en fait, c'était peut-être reprendre ce continuum, en effet, en partant vu qu'on a voulu comparer en temps de paix, en temps de guerre, et si le viol comme arme de guerre a été qualifié ainsi, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans les guerres, c'était vraiment pensé comme une stratégie, c'était vraiment pensé comme quelque chose avec une intention. Et en fait, comme l'a dit très bien Alexine, on se pose la question de savoir si les femmes sont vraiment en temps de paix aujourd'hui, quand on a tous les témoignages qu'il y a eu aujourd'hui et puis tous les faits qui ont été rapportés par chacune des intervenantes. On ne peut pas vraiment dire que les femmes sont en paix, puisque on est dans une culture où on a peur de sortir, on a peur des rencontres, on a peur dans son foyer. Et donc, je voulais amener l'idée que cette stratégie qu'on définit, le viol de guerre qui est défini comme une stratégie, le continuum des violences, la culture du viol, pour moi, c'est aussi une stratégie en fait qui pourrait être intentionnelle parce qu'on en parle souvent comme un ensemble de mécanismes culturels qui banalisent les violences et qui entretiennent l'impunité, comme si ça tombait du ciel et que ça ne venait de personne. Mais il y a quand même une intention clairement patriarcale qui est de maintenir la hiérarchie entre les femmes et les hommes et de maintenir la vulnérabilité des femmes. Et donc ce continuum, on le voit à la fois dans la vie des femmes, tout au long du cycle de la vie, de l'enfance à la partie plus âgée, où il y a plein de formes de violence qui apparaissent. Je vais vous parler d'une femme qu'on accompagne ici à Isala. Donc Isala, on est en Belgique, donc je vous parle depuis Bruxelles, et on accompagne des personnes en situation de prostitution. Et une femme qu'on a accompagnée cette année qui vient de République dominicaine, qui est un pays comme tous les autres où il y a une sexualisation dans les médias, dans la publicité, et qui tombe dans une situation de violence conjugale vraiment très forte, où elle en est à un point où elle est obligée de fuir son pays et de demander l'asile en Belgique. Arrivée en Belgique, elle va dans un centre pour demandeurs d'asile où elle tombe dans la prostitution parce qu'elle a besoin d'argent pour renvoyer sa famille. Elle est leurrée par un homme qui lui pique ses papiers. Et donc, c'est pour montrer que ce continuum arrive à tous les âges et à tous les moments de la vie. Ce continuum, on le voit aussi dans la culture. Vous avez toutes parlé des mythes qui entretiennent ces violences. Donc, les mythes que ça a toujours existé, le mythe qu'elle l'a bien cherché. Et on voit dans la culture, dans les pubs, dans les films, qu'on entretient ces mythes, où quand une femme dit non, finalement, il y a quand même la scène de sexe qui était prévue. Tout est vraiment fait pour que ça s'entretienne de manière cyclique. C'est le continuum de l'impunité. Donc, je suis super contente que vous ayez parlé, Noura et Adama, de la violence institutionnelle au travers du droit, la disqualification des violences, parce que c'est vraiment une forme de violence invisible, cette violence administrative, de la justice et du système en général, au travers, on va dire, des mécanismes de vie en société. Le fait qu'une femme n'est pas crue déjà dans son entourage et qu'en fait, quand elle arrive au niveau sociétal, elle n'est pas crue non plus. Donc, il y a
ce continuum du refus de la parole des survivantes. Et c'est le continuum entre les violences sexuelles et toutes les autres formes d'inégalité dans le patriarcat. Le patriarcat a besoin des violences pour se maintenir et il se maintient en produisant d'autres violences, puisque en produisant les inégalités salariales, les inégalités à la maison, etc., on continue de maintenir les femmes dans une vulnérabilité. Et les conséquences de ce continuum, que ce soit sur la santé des femmes, sur leur intégrité, sur leur maîtrise de la fertilité, sur leur liberté à se déplacer dans l'espace public, à s'engager dans des relations sans crainte, à pouvoir agir dans la société. Donc cet impact qui est clairement sur leurs droits humains, il vise à maintenir, à préserver la hiérarchie et à renforcer une vulnérabilité pour pouvoir continuer, comme Adama l'a montré bien, avec cette vulnérabilité que ressentent certaines femmes de manière plus accentuée, comme les femmes migrantes. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'amener cette idée qu'on est face quand même à une stratégie et que c'est un ensemble qui n'est pas travailler sur les violences faites aux femmes, ce n'est pas travailler sur un secteur et puis à côté on va travailler sur les femmes en politique ou sur le congé de paternité ou de maternité, tout est lié et c'est toujours une question de pouvoir. Et comme vous l'avez dit à plusieurs, c'est ça qui est important dans notre travail de féministe, c'est de révéler le pouvoir, qui a le pouvoir dans les relations. Et c'est ça qui dérange, mais c'est ça aussi qui permet de montrer que tous ces aspects sont féministes. Et vu que c'est une stratégie qui a besoin de maintenir une hiérarchie, c'est aussi une stratégie qui va disqualifier ce que nous, féministes, allons dire et dénoncer. Et je voulais mentionner ici des stratégies qui existent en face pour ridiculiser notre travail. Donc, en accusant les féministes, quand on parle de violence, d'être puritanistes, d'avoir une morale victorienne, de vouloir faire une sorte de justice expéditive parce qu'on demande la justice tout simplement. Et on l'entend beaucoup sur toutes les formes de violence, sur la prostitution en particulier. Et c'est intéressant de voir que on retrouve ce patriarcat dans des attaques qui seraient conservatrices, qui accusent finalement les femmes de l'avoir cherché parce qu'elles sont trop sexy ou ceci ou cela, mais aussi dans des attaques très néolibérales. Et c'est un peu un sujet que je veux amener à chaque fois, c'est que nos soi-disant alliés traditionnels qui seraient plutôt pour les libertés individuelles et libertés collectives sont parfois les mêmes qui sont dans l'esprit il est interdit d'interdire et en fait chacun fait ses choix. Donc finalement si une femme est violée, c'est peut-être qu'elle l'a choisi parce qu'il suffirait de dire non et tout serait bien simple. Donc, ce sont des façons de penser qui renient complètement les rapports de pouvoir et les contextes dans lesquels on vit, les inégalités femmes-hommes. Et ce sont aussi, pour certaines stratégies, l'idée d'essayer de mettre les femmes les unes contre les autres. Moïra parlait de cette image qu'on a, que les excisions, ce n'est qu'une certaine partie des femmes ou que dans certains continents. Nous, pendant le confinement, on a entendu à Bruxelles, c'était assez pathétique, un journaliste a fait un reportage. Donc, par rapport à ce qu'il a pu entendre d'Isala, il a gardé une seule phrase pour dire que c'était plus compliqué avec le confinement. Par contre, le soir même, j'ai découvert dans le reportage qu'il avait interviewé une sexologue qui disait que c'était quand même embêtant que la prostitution soit interdite au début du confinement parce que du coup, ces messieurs allaient violer leurs femmes puisqu'ils ne pouvaient plus sortir pour aller voir des personnes prostituées. Donc, c'est ce genre d'argument qu'on a évidemment aussi sur s'il n'y avait pas de prostitution, il y aurait des viols, s'il n'y avait pas le devoir conjugal des hommes irait voir ailleurs et serait violent ailleurs. C'est vraiment cette rhétorique de mettre les femmes les unes contre les autres pour casser la solidarité. Et parce qu'il faut aller vite dans les solutions, en tout cas dans les propositions. Il y a beaucoup de choses dans différents domaines à faire, la prévention, prendre en charge les victimes. Donc c'est là que le modèle du docteur Mukwege holistique dont parlaient Tatiana et Laurent, c'est vraiment un très beau modèle puisqu'il prend en compte l'ensemble des besoins des victimes, former les professionnels, mettre des ressources financières, y compris dans la justice, pour qu'elles puissent traiter et ne pas correctionnaliser à chaque fois les cas, lutter contre toutes les inégalités, améliorer la loi, mais je voudrais finir par l'idée de croire les survivantes
et d'offrir un soutien inconditionnel comme on le fait nous dans notre association de terrain. Quand les personnes viennent nous voir, il y a vraiment ce fondement de base que leur parole sera crue. Parce qu'on sait que dans la société, si ce n'est pas nous qui les croyons, alors qui va les croire? Et c'est le plus important, je trouve que c'est... on peut mettre en place plein de choses, mais si les femmes ne sentent pas qu'on entend leurs paroles et qu'on les croit, elles n'auront pas confiance. Et c'est cette confiance et cette sororité qui était mentionnée dans les commentaires qui est le plus important. Et comme Alexine nous l'a dit et nous l'a fait comprendre, c'est le collectif des femmes aussi qui renforce. Et nous, on le voit à Isala, mais voilà, c'est aussi ce genre d'événement que vous organisez qui le montre, c'est de pouvoir entendre d'autres femmes pour partager, pour se rendre compte qu'on partage toutes la même chose et créer de la solidarité pour agir. Et donc, je trouve que pour finir sur une note positive, en tout cas, c'est très chouette d'avoir pu faire ce webinaire dans ce contexte, parce que même si le sujet est lourd, c'est très informatif et on se renforce dans notre connaissance du terrain, mais surtout d'avoir eu la chance d'avoir 2 survivantes qui ont pu partager leur témoignage. Et pour moi, c'était un peu un cheval de bataille de pouvoir mettre ensemble des survivantes de différentes formes de violence, et je trouve ça vraiment très important qu'on ait réussi à le faire, même si ce n'est pas physiquement, parce que c'est aussi comme ça qu'on va casser cette stratégie de la culture du viol, en montrant que des survivantes de différentes formes de violence sont unies dans les mêmes messages et qu'elles ont des associations aussi derrière pour faire en sorte que leur voix soit bien entendue. Donc voilà, merci et bravo à tout le monde. Merci beaucoup, Pierrette aussi. Merci à tout le monde. Vraiment, cet échange était absolument passionnant. Franchement, je suis complètement retournée et je trouve que vraiment, ça nous redonne quand même, malgré tout, de la force et du courage.